Pro. C'est déjà la fin des vacances pour les pilotes de MotoGP revenus en République tchèque sur le circuit de Brno. Sans concession va suivre ça de très près, mais c'est aussi l'occasion de faire le bilan d'une saison exceptionnelle pour notre émission, votre émission hebdomadaire. Déjà plus de 75 épisodes et vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre. De notre côté, toujours plus de plaisir aussi à nous rendre chez les concessionnaires un peu partout en France, à nous rendre sur les événements, à nous rendre sur des courses, dans des salons et à découvrir toujours plus de choses sur le monde de la moto. On a compilé quelques moments exceptionnels de cette saison écoulée, des très bons moments que vous avez vécus si vous avez pu nous suivre. Et pour ceux qui n'ont pas tout suivi, c'est l'occasion de se rattraper. En tout cas, sans concession, ça continue chaque semaine avec les best-of de l'été. Et puis à la rentrée avec de nouvelles émissions, bien sûr. Merci à tous, à très bientôt à la rentrée. Et bien sûr, chaque semaine pour le best-of. Quand j'étais petit, on me disait souvent « si tu n'es pas sage, tu n'auras pas ton cadeau, tu n'auras pas ton jouet ». Force est de constater que Ducati fait tout l'inverse. Avec son Hypermotard 950, elle a décidé de gâter les petits méchants garçons. Plus léger, plus maniable, plus violent à la fois. Le nouvel Hypermotard en version Strada a été testé ici à Gran Canaria sur les routes de montagne. Et on peut vous dire que ça a été plus que très sympathique pour les petits garçons méchants. Alors quand on parle de nouveautés, certes le nouvel Hypermotard ressemble beaucoup au précédent et pourtant tout a été revu et corrigé. À commencer par le cadre, le fameux treillis tubulaire qui dorénavant se veut plus léger grâce à des sections d'épaisseur un peu moins importantes. Celui-ci maintient le moteur, le fameux Testa Stretta, dorénavant 937 cm3 qui développe une puissance de 114 chevaux et surtout un couple disponible à plus de 80% des 3000 tours minute, autant dire un modèle assez explosif. Le moteur, on l'a vu, est assez caractériel. On a la chance d'avoir un triple mapping, comme c'était le cas auparavant, mais qui a été aussi revu dans le sens de la polyvalence. Les échappements dorénavant en position haute sont un hommage à la fameuse 916 et ne gâchent pas pour autant l'équilibre de la machine, au contraire, bien au contraire. Maintenant, l'Hypermotard, c'est une machine assez polyvalente à l'usage et pour les petits garçons qui sont encore plus méchants, Ducati a eu l'idée de développer le modèle SP qui est juste là et que nous avons eu l'occasion de tester sur circuit. Alors là, on passe dans une autre dimension. On est vraiment sur un modèle typé course. Les suspensions sont signées Öhlins. La fourche est un peu plus longue, la hauteur de selle un peu plus haute. On est sur une moto vraiment sur laquelle on peut attaquer très fort. Il reste un petit bémol bien sûr. Ces deux machines sont formidables à conduire, sont formidables à piloter. Seulement, ça reste un modèle assez exceptionnel. Ducati ne prévoit pas d'en vendre des centaines de milliers en France. Il faut rester raisonnable. Entre 300 et 400 modèles estimés. Il faut savoir que le modèle Strada sera vendu à 12 690 €, ce qui est quand même une somme assez conséquente pour ce type de modèle. Très fun certes, mais à l'usage peu pratique, ça reste un modèle vraiment plaisir. Et à 16 390 € pour le modèle SP, alors là on peut dire que ce sera plutôt radical dans l'achat. Il faut savoir aussi que ce modèle-là sera disponible en 35 kW, donc pour les débutants. Je ne sais pas quel type de débutant sera capable de manipuler une machine telle qu'elle. Toujours est-il que les méchants garçons sont toujours très gâtés chez Ducati et ça nous fait vraiment plaisir. Bonjour Pierre. Bonjour. Nous sommes à Rétromobile pour la vente Arcurial. C'est une magnifique collection de MV que vous avez rassemblée ici cette année. Elle n'est pas magnifique, elle est exceptionnelle puisqu'il y a 93 MV Agusta, des motos, des objets liés à MV Agusta dans cette collection qui est peut-être plus grande que celle du musée Agusta qui se trouve en Italie. Donc c'est vraiment une occasion unique de découvrir toutes ces machines ensemble. Pierre, parmi la centaine de machines représentées ici, quel est votre modèle préféré ?
Oui, pour moi, c'est peut-être aussi la star de cette collection, c'est la 4 cylindres à cardan du tout début des années 50. C'est la première MV de course qui va courir avec ce type de moteur qui va rester chez MV mythique, puisqu'il y aura les 4 cylindres et les 3 cylindres. On voit déjà l'architecture de ce moteur qui va être en fait développé pendant 20-25 ans. Donc elle est sublime. Le moteur, certains éléments sont d'origine, donc c'est exceptionnel. Et elle résume vraiment la passion pour la compétition de la marque MV, puisque MV c'était en fait le Conte Agusta et qui était complètement tourné vers la compétition à outrance. Et c'est ce qu'on voit aussi dans cette collection. Bon, suivez-moi, je vais vous emmener à la découverte de quelques modèles rares ou exotiques dans cette collection, dont les prix démarrent à 1 000 € jusqu'à 180 000, donc on devrait trouver notre bonheur par ici. Saviez-vous que MV Agusta avait fabriqué des scooters dans les années 50 au tout début? Et oui, l'Italie c'est la patrie du scooter et MV s'y était essayé avec différents modèles que nous avons ici. Ils sont tous dans des coloris très 50s, comme vous le voyez, avec des structures plus ou moins élaborées, plus ou moins aérées. Ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a pas été un grand succès et que Vespa a emporté le marché définitivement. Et voici une des reines des ventes aux enchères actuelles, la MV 750S, qui date du début des années 70. C'est des motos qui se négocient aujourd'hui aux alentours de 80 à 100 000 €. Et celle-ci est particulièrement bon marché car elle est estimée entre 25 et 45 000. Le secret, c'est que c'est une moto d'exhibition qui était dans les salons dans les années 70 et le moteur est creux. Donc ça a une magnifique décoration de salon, mais vous ne pourrez pas rouler avec. MV Agusta est connu pour ses nombreux succès en compétition. Et ne manquez pas de le rappeler sur ses motos de série avec un petit écusson qui recensait tous les titres de champion du monde. Donc là, nous en comptons 37, à la fois pilotes et constructeurs. Mais aussi, dans une époque plus ancienne, les titres étaient représentés par des petits fanions qui se déroulaient le long du réservoir. Et une des plus chères de la collection va être cette magnifique MV de Superbike qui vient directement du Reparto Corse de MV. Elle a fait la saison 2018. Toutes les pièces sont là, la magnifique fourche Collins, le bras à alu caissonné. Cette machine a fait 5e à Imola avec Jordi Tarez, donc si vous avez l'âme d'un pilote, elle est à vous pour pas très cher. Et voici le lot le moins cher de la vente, un prototype unique propulsé par un moteur de temps à boîte 3 rapports. Bon, il s'agit d'un motoculteur, c'est sûr que vous ne ferez pas la terreur des circuits avec cet engin. Et maintenant, voici les motos les plus sympas de la collection. Des motos pour les grands enfants que nous sommes restés. Donc ces machines étaient assez rares car elles étaient destinées à quelques VIP ou quelques enfants gâtés. Et elles ont été fabriquées toutes à quelques centaines d'exemplaires. On n'a aucun chiffre exact. Sachez quand même que les prix démarrent à 2 000 € mais peuvent monter jusqu'à 10 000 €. Et je pense que ces machines vont être très disputées par les collectionneurs. Puisque c'est pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer un personnage de jeu vidéo en chair et en os, je vous propose de rencontrer le vrai Johan Zarco parce qu'en plus celui-là est pas très bavard. Bonjour Johan, t'as dans les mains donc la version Nintendo du jeu MotoGP 2018. Alors la première question, parce que là on le voit dans les stands, est-ce que tu es ressemblant à ton avatar 3D? C'est pas mal, il peut y avoir de la ressemblance. Le chef mécano est beaucoup plus jeune que ce qu'il est en vrai. Il y a de l'idée, c'est franchement bien fait quand même. Donc on peut dire qu'on incarne Johan Zarco. Ouais. La personne peut s'y croire. Alors c'est parti, là tu es donc sur le circuit en Australie. Phillip Island, c'est ça, ouais. Tout est bien fait, de toute façon maintenant, ça fait un moment qu'il bosse dessus. C'est Milestone qui fait le jeu. Et c'est vrai qu'il y a les versions PlayStation et les versions Xbox. Mais là aujourd'hui, pour venir à toi, j'ai ramené la version Nintendo. Je voulais vraiment avoir ton avis sur la sensation de conduite. Où on se situe? Est-ce que c'est un jeu purement de divertissement ou est-ce qu'on peut ressentir des petites sensations dans les virages? Là, je suis en train de piloter un peu pour découvrir le jeu. Bon, j'ai l'avantage de connaître la piste, donc ça donne une adaptation plus rapide. Est-ce que tu trouves que la piste est réaliste? Ouais, la piste, elle est vraiment parfaite. J'ai beaucoup joué, moi, aux jeux vidéo sur le PS2 MotoGP 4. Et là, j'ai passé des heures dessus, même à m'entraîner avec un œil, un autre œil pour travailler la vision, voir si j'allais plus lentement de l'œil gauche que de l'œil droit. Avoir les mêmes sensations, la sensation de vitesse, on ne l'aura jamais. Et l'adrénaline, le risque qu'on prend en prenant de la vitesse, je pense qu'on ne peut pas l'avoir. Par contre, vu que la piste est super bien faite, moi je pense que ça peut être un bon exercice pour
quand on connaît moins les circuits pour faire des tours et des tours et des tours. Comme j'ai dit dans le backgaming précédent, c'est-à-dire que c'est un jeu où ils ont digitalisé la piste avec des drones, avec des caméras, des scanners 3D. C'est bien que tu nous confirmes qu'effectivement c'est assez réaliste au niveau des tracés. Est-ce que toi, ils t'ont sollicité pour te créer en 3D pour ce jeu? Ouais, ils sollicitent tous les pilotes en fait en début d'année ou fin d'année. Là, j'ai même déjà fait des photos pour le modèle 2019. D'accord. Et ils nous prennent les mains, les gants avec beaucoup de précision dans plusieurs sens. Et le casque, ils l'ont aussi pris dans tous les sens et là, tous les détails sont parfaits. Et le visage, on fait, je crois, 4 positions. Pour digitaliser vraiment le pilote, quoi. Donc là, dernièrement, je n'étais pas bien rasé. Je leur ai dit, ah, je sais pas, ça le fait pas. Ils m'ont dit, t'inquiète pas. Donc là où je le recommence au mois de février, ou sinon, je ne serai pas rasé dans le modèle 2019. Eh ben on verra, ce sera la surprise. Alors, je voudrais juste préciser, parce que moi j'ai les yeux sur l'écran de Johan depuis tout à l'heure, qui découvre le jeu pour la première fois, et je peux vous assurer qu'il a quasiment pas fait de sortie de piste, et il est en train juste de nous battre un record de chrono. C'est l'avantage de connaître la piste. Écoute Johan, merci pour cette découverte de jeu. Je suis très content que tu aies pu nous parler un peu de l'intérieur et de ton point de vue sur ce jeu. Et donc là, tu es de retour au stand. Ouais, pour le fun, je voulais aller voir ce que ça donnait à l'intérieur. Super, bah écoute, je t'échange ma Nintendo contre une photo dédicacée. Chiche. Merci Johan. Salut. Alors tout à l'heure, vous m'avez vu arriver avec la Roadmaster, avec la musique à fond. C'était Maxime, Yodelis, avec Sunday with the Flute. Salut. Salut. Merci d'être là, c'est avec cool. Plaisir, avec plaisir. Alors moi j'avais la musique sur la moto, mais toi, t'as pas de musique parce que t'es en scoot bobber, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais. Ça fait longtemps que tu roules la moto? Ça fait une dizaine d'années, ouais. Enfin j'ai mon permis moto depuis assez longtemps. Je crois que je l'ai passé, je devais avoir une vingtaine d'années, ouais, 20 ans, ouais, je crois. Mais ça fait 10 ans que je suis qu'en 2 roues, qui vendent, qui pleuvent. Ah ouais, tout le temps. Ouais. Ah ouais, ça t'a piqué. Est-ce que c'est le fait de traîner avec la bande à Johnny? Parce que Maxime quand même a composé beaucoup d'albums pour Johnny. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est une passion qu'on a en bande. Ouais. C'est toujours agréable de rider comme ça entre copains. C'est un truc de copain la moto. Ouais, et puis alors du coup, moi c'est un peu ma rencontre avec Indian, c'est une traversée des États-Unis. On nous avait livré, je crois que c'était des Chiefs. On nous avait livré 7-8 motos avec 0 km, on leur a mis 6000 bornes dans la gueule et il n'y a pas une bécane qui a bronché. Et le jour où il fallait, donc on est arrivé à destination, il fallait rendre la moto. Carrément, mais ça me brisait le cœur, quoi. J'avais pas du tout envie de la laisser. Et puis quand on ride tous les jours comme ça, qu'on enfile des centaines de bornes, non seulement c'est super, et en plus, voilà, ça nous manque dès le lendemain, quoi. Dès qu'on ride plus, il y a quelque chose de pas normal. Le fait de se lever le matin, monter sur la bécane, savoir que tu as les roues devant toi et que tu es entre copains et rouler, ça c'est un... C'était la première fois que tu faisais ça? Ouais, c'est la première fois. Ah ouais. C'est la première fois que je faisais un très long road trip comme ça. Et j'ai vraiment aimé le fait que on est entre potes, mais en même temps, voilà, on communique pas trop, on est sur nos motos, on n'a pas de musique, ou alors on a les grosses et à ce moment-là, il y a la musique, mais je veux dire, on n'a pas de musique, on se parle pas, il n'y a pas de téléphone. Ouais, donc voilà, on est tout seul avec la bécane, la ligne d'horizon, et mine de rien, quand on conduit des heures comme ça, c'est hyper introspectif et il en sort toujours quelque chose de... Enfin, on en sort grandi d'un trip comme ça. Et est-ce que rouler comme ça en bécane, justement, de cette introspection, est-ce que toi ça t'inspire, une fois revenu sur la musique, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça t'aide à créer? Bah oui, tout à fait, ouais, parce qu'on voit du pays, quoi. On voit du pays, puis on fait le point dans sa tête. Et non, c'est vraiment particulier, quoi. Et alors pourquoi tu as choisi la Scoot Bobber? Qu'est-ce qui te plaît dans cette bécane? Alors, c'est pas moi qui l'ai choisi, je la connaissais pas. Je connaissais la Scoot, je connaissais la Chief, je connaissais pas le Bobber, bien que je trouve sa ligne hyper belle. Moi je suis parisien, j'habite Paris, donc j'ai d'autres grosses motos, mais voilà, je voulais une moto maniable en tout cas. Voilà, maniable, facile pour Paris. Alors la prochaine étape, est-ce que ça va être de les faire préparer par Clément de Tank Machine? T'as vu, il en a fait des très belles. Hein. Alors, le Bobber est un prêt. Alors,
Donc j'aimerais bien faire des prépas. Non mais en vérité, j'attends la FTR avec impatience. C'est la FTR, belle marque. Ouais. Écoute, génial, merci beaucoup. Merci à toi. On va aller tout de suite parler un petit peu de dirt track, de flat track, et puis profiter de la soirée rock'n'roll. Hein. Bah ouais, carrément. C'est cool, merci. Salut. À bientôt, ciao. La rubrique Web Atelier vous est présentée par La Bécannerie, tout l'univers du deux roues. La Bécannerie, c'est du choix avec plus de 500 marques et plus de 200 000 références. Une livraison rapide grâce à notre logistique performante. Un service client composé de spécialistes de roues et un SAV réactif. La Bécannerie, toutes les pièces, équipements et accessoires pour votre deux roues. Alors c'est une nouvelle séquence Web Atelier, parce qu'il y a quelque chose de très important pour rouler vite et rouler en sécurité en moto. On a parlé de l'équipement du pilote, on a parlé de préparer sa moto pour un stage de pilotage, mais là avec Bernard Cazade, on va parler réglage de suspension. Avoir des bonnes suspensions, c'est bien, il faut aussi savoir bien les régler. Première des choses, avant de s'aventurer n'importe comment dans un réglage, la chose il faut appliquer un protocole. Le premier protocole, c'est prendre de l'information, noter tous ces réglages. Premièrement, on va noter sur un petit calepin les réglages qu'on a avant de rouler. On mesure la précharge. La précharge se mesure toujours en dévissant jusqu'au point 0. Par exemple, là je dévisse ma précharge, je suis à 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours. L'autre côté, je vérifie, 5 tours. Ok, je note, je remets mes 5 tours. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tours. Parfait. Ensuite, je vais noter mes réglages de compression. À l'inverse de la précharge, c'est en serrant à fond qu'on mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, compression. Tout ce qui est compression, ça limite ou ça augmente la vitesse d'enfoncement du ressort. Lorsque vous freinez, votre fourche s'enfonce. Si vous avez une compression serrée, elle va s'enfoncer moins vite. Si vous avez une compression ouverte, elle va s'enfoncer plus vite. Donc l'amortisseur. Amortisseur, vous avez le ressort. Et vous remarquerez sur la partie supérieure du ressort, vous avez les réglages hydrauliques. Généralement, en haut, vous trouvez la compression. Même système qu'à l'avant, plus vous serrez, plus vous durcissez la compression. Précharge, vous réglez la précharge. Vous allez tendre le ressort, vous allez modifier la dureté du ressort. Il va être dur plus tôt, on va dire. Et sous l'amortisseur, en général, ça dépend des motos, vous avez la détente qu'on accède avec un tournevis. Plus on serre, plus on freine la détente, plus on ouvre la détente. Avant de rouler, vérifiez si vous avez un bon fonctionnement. Si vous sentez la fourche qui travaille, qui descend, qui remonte. Voilà. Vous appuyez sur votre amortisseur et vous allez tester. Vous allez vérifier si il n'y a pas d'anomalie dans le fonctionnement, si vous n'avez pas un retour. Si j'exagère, vous voyez, je fais revenir la moto, vous voyez, c'est là revenir trop vite, là on pourrait dire qu'il y a un mauvais réglage. L'objectif c'est d'agrémenter le fonctionnement. Et si vous avez un doute, vous venez voir Bernard chez H2S, il vous donnera les conseils. Demandez, quel que soit votre stage de pilotage, les conseils aux pros en début de stage, c'est très important. Les réglages pour la route, les réglages auxquels vous êtes habitués ne sont pas forcément ceux que vous allez utiliser sur la piste et peut-être même les faire évoluer en cours de stage. Merci beaucoup Bernard. Avec plaisir. Bienvenue encore. Merci. Alors c'est un musée dédié en grande partie à l'automobile, mais il y a une collection de motos d'endurance là. Hein. Alors effectivement, là le plateau que nous avons concerne le Bol d'Or qui s'est couru au Mans, les 24 heures moto et bien évidemment notre volonté à l'avenir c'est de développer encore plus le secteur moto de ce musée puisque l'histoire de la moto au Mans elle est grande. Alors il y a effectivement un très bel historique de la moto au Mans puisque les courses débutent en 1912 et 1913 avec des coupes de motocyclettes et puis les premiers grands prix c'est 1920-1921. On parle de l'Union motocycliste de France à l'époque, c'est-à-dire l'ancêtre de la FFM et on peut dire que ces épreuves-là en 20 et 21 c'est le début des grands prix. Et puis la moto au Mans c'est l'endurance. Ce sont des critériums de vitesse qui se couraient sur le circuit des 24 heures. Ce sont des épreuves de 1000 km. Donc finalement, on a une assez longue histoire moto à raconter et on aimerait bien en fait dresser une sorte de grand tableau, un grand portrait peut-être avec une 25-30 machines qui vont nous permettre eh bien, de raconter tout ça avec des marques légendaires, les Triumph, les Norton,
les Sunbeam et puis bien évidemment les japonaises, les Japoto, les Honda, les machines de Grand Prix et les machines d'endurance. Donc la moto va prendre de plus en plus de place dans le musée. Alors c'est vrai que tu disais le début des Grands Prix c'était avec l'Union, mais 1949, je vois là, ça c'est le début des Grands Prix tels qu'on les connaît aujourd'hui, le championnat du monde officiel qu'on connaît. Et là c'était encore avant, une autre histoire. Et il y a aussi la naissance du Bugatti dont tu m'as parlé. Et je crois qu'il y a une très belle maquette au cœur du musée. Tu m'emmènes ? On y va. Alors on arrive dans la rotonde. Ouais, cette rotonde c'est un peu notre Madeleine de Proust en fait. À l'intérieur, nous avons au 43e reproduit l'intégralité des grilles de départ des 24 heures du Mans automobiles. Mais là, ça veut dire que vous avez 4300 petites voitures qui sont toutes les voitures qui ont couru les 24 heures. C'est fantastique. C'est assez extraordinaire. Je pense que c'est unique au monde. Ah ouais. Et là, effectivement, voilà. Nous avons cette maquette du circuit légendaire des 24 heures du Mans. Sublime. Alors, on le voit, c'est un circuit hors norme qui se déploie sur plus de 13 km 6. Et la première course qui a lieu sur ce circuit, sur ce grand tracé, c'est une course de moto, c'est ça? Oui, le circuit il est inauguré officiellement en 1921, le samedi, par un ministre d'État, M. Le Troquer. Et le dimanche matin, avant les voitures, bien, ce sont les motos qui sont en piste avec ce Grand Prix et cette victoire de Bennett. Voilà, donc le circuit des 24 heures du Mans, finalement, il est baptisé par la moto. Ouais. Et là, on voit le tracé du Bugatti qui est créé en quelle année? En 1965. Le Bugatti est créé en 65. La CO a besoin d'avoir un tracé permanent qui serve aux écoles de pilotage de compétition moto et auto. Le débat avec deux artistes. D'abord avec nous Didier Chamizo, sur lequel nous avions fait un reportage. Bonjour Didier. Bonjour David, bonjour tout le monde. Merci de nous avoir rejoints ici chez Harley-Davidson Roadstar, chez qui tu as fait réparer ta moto, ta propre Harley. J'avais détruit la boîte à vitesse du Street Road. On en reparlera. Avec nous également Jean-Marc Thévenet, auteur de ce très beau bouquin. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Voilà, très beau bouquin qui sort aujourd'hui même, le jour du tournage de notre émission. Ce n'est pas seulement l'anniversaire de Sans Concession, c'est aussi le jour de la sortie du Temps de la Liberté, Moto, le Temps de la Liberté. Moto, le Temps de la Liberté, de la contre-culture, la custom culture, histoire de balayer 50 ans de moto et de culture, entre guillemets. La démarche, c'est ça, balayer 50 ans de culture d'abord ou de moto d'abord? J'allais dire les deux, mon général. L'idée, c'est de se rappeler que la moto intervient dans les moments importants, que ce soit dans la littérature, le cinéma et même parfois la politique, que ce soit avec l'équipée sauvage, avec Easy Rider, avec Steve McQueen. Et on arrive aujourd'hui avec la custom culture. On a toujours eu tendance à imaginer qu'effectivement la moto était réservée à des gens un petit peu simplets, qui lisaient pas tellement, qui n'allaient pas tellement au cinéma. Et on s'aperçoit, en creusant un petit peu le sujet, que la moto a toujours été un vecteur très très important dans le domaine de la culture et qu'elle est à l'initiative, même si c'est un petit peu malgré elle, de la contre-culture qui est ce moment de rupture dans les années 60. Et on commence avec Che Guevara. Absolument. Donc c'est politisé, Didier, la moto c'est politisé? Avec Che Guevara, un petit peu. Hein. Ouais. Je voulais savoir, vous êtes motard, vous, à la base? Oui, je suis motard. Pour l'instant, je suis à pied, mais j'ai cette chance d'être une personne âgée qui a passé son permis de conduire à l'âge de 16 ans. Donc, j'ai pratiqué, je n'ai jamais pratiqué les Harley-Davidson pour des raisons, j'allais dire, là aussi, de culture de la moto japonaise. Mais effectivement, j'ai pratiqué très très longtemps la moto et depuis très très longtemps. Didier, toi, la moto, tu l'inclus dans ton art. Pourquoi? Pas vraiment, mais vu que je peins à peu près tout ce que j'attrape et que je fais de la moto comme monsieur depuis l'âge de 16 ans, j'ai eu le temps de peindre mes motos, de les bidouiller pour faire des motos de course à une certaine époque. Voilà quoi. Et donc ça fait partie du truc. Alors, tu nous as amené le casque que tu vas livrer aujourd'hui même à un client, c'est ça? Demain exactement. En fait, je vais le livrer au gars qui a acheté chez Christie's une Harley que j'avais peint, qui a fait 160 000 francs suisses, un truc 160 000 comme ça. francs Au bénéfice d'une association pour des femmes qui s'appelle Womanity. Voilà. Et ça, c'était quand? C'était à Genève, hein, je crois. Oui, c'était à Genève. Et ça, c'est une réalisation sur laquelle il vous a laissé libre cours? Oui, tout ou à fait. lui, il avait j'ai peint une moto, et bon, comme le mec, il a explosé le truc à la vente, on m'a dit, ouais, ça serait bien qu'il ait dû faire un casque. J'ai dit, ok, et là, donc, on va le rencontrer.
D'accord, donc la moto et l'art font bon ménage. Jean-Marc, tu étais aussi versé dans la bande dessinée. Tu peux nous expliquer un petit peu tes liens avec la bande dessinée? Très rapidement, j'ai eu la chance de m'occuper d'un magazine créé par René Goscinny, le père d'Astérix et Obélix, qui s'appelait Pilote et qui est disparu depuis. Et depuis, durant une dizaine d'années, j'étais le directeur du festival de la bande dessinée d'Angoulême. Et c'est vrai que la bande dessinée et la moto ont toujours fait bon ménage, grâce à un garçon qui est quasi l'étendard idéal de cette équation, qui est Franck Margerin. Et puis également un autre garçon qui est à mon sens un des illustrateurs les plus doués en Europe, si ce n'est de point de vue international, qui est Denis Cyr. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu une relation très forte entre la bande dessinée et la moto, parce que justement ce sont deux éléments de la pop culture, deux éléments de la contre-culture. Et la contre-culture... Si tu permets, je vas-y, bien sûr, Didier. J'ai passé d'excellents moments avec Pilote. Ah oui? Mais ça devait pas être à mon époque, ça devait être avant. Oh, il est méchant celui-là. Bon, on est vieux. Bon, justement. Didier, toi tu peins sur les motos, tu peins sur les casques. Est-ce que les volumes s'y prêtent? Est-ce que le support s'y prête? Et les volumes s'y prêtent pas, mais j'ai une adaptation, comme sur les casques qui sont là-bas, de mon travail sur le volume. J'ai eu peint des télés, j'ai peint des motos, j'ai peint des bagnoles. Là, j'ai une Ferrari à peine. Voilà. Dans le même esprit que le casque, toujours. Dans l'esprit de mon travail. Voilà, dans l'esprit de mon travail. Didier aussi, toi, la moto, tu en as fait un instrument de liberté. Ça signifie beaucoup de choses, la liberté pour toi. Ici, il y a des barreaux partout aux fenêtres. Non, mais je suis habitué aux barreaux, pas de problème. Non, je les vois plus. Non, mais la moto, c'est la liberté. Tu as vu ce qui est arrivé à ma compagne précédente. J'ai vécu des choses assez épouvantables dans la vie. Et c'est vrai que dès que j'ai le cul sur la moto, c'est vraiment 5 minutes, 10 minutes de bonheur, quoi. Ou même 1 heure, ou même 3 heures, ou des fois une après-midi ou une journée. Ouais, parce que, donc, du coup, toi, t'as connu l'incarcération, la moto. C'est quelque chose qui te... Mais j'ai toujours aimé ça depuis que je suis minot, donc vu que je tiens encore sur mes pattes malgré les fractures, j'en fais encore et j'adore ça. Bon, la vitesse me manque un peu, mais bon, on récupère moins vite. Par rapport à votre livre, par rapport à ce panorama, est-ce qu'il y a une moto, un modèle mythique qui vous a marqué, ou est-ce que c'est difficile d'en extraire un du lot de cette production ? Je crois que c'est assez difficile. Chaque époque est marquée par une moto et réciproquement. L'ouvrage commence avec Che Guevara et une pauvre Norton, d'ailleurs, sur un voyage de plusieurs mois. Qu'il a abandonné. Ils vont rester 5 jours sur la moto et après, voilà. Il y a la saga des choppers d'Easy Rider qui sont au départ des motos réformées, des Harley Davidson qui sont réformées. Elles sont achetées par lot de 2. C'est-à-dire qu'il y a 2 motos réformées pour un chopper pour $400. Et la moto, qui est d'ailleurs une réplique de Captain America, sera vendue dans une vente aux enchères il y a quelques années pour plus d'1 million de dollars. Donc là aussi, il y a l'effet marquant. Il y a les fameuses triomphes de Steve McQueen pour les Bahia. Bref, je crois que chaque époque est rythmée par une moto, donc il est difficile de faire un choix. Et aujourd'hui, quand vous regardez un petit peu, on est Charlet, donc qui est une marque quand même un peu particulière. Quand vous regardez la production aujourd'hui, est-ce que ça vous inspire autant que celle qu'on retrouve dans votre ouvrage ? Parce que je trouve que ce qui est totalement fascinant, c'est qu'il y a une sophistication extrême de la moto désormais. Pour avoir eu le temps de rêver à l'âge de 14 ans devant l'apparition de la Honda 750 K0, qui était absolument mythique parce que c'était une moto qui freinait, qui pissait pas l'huile, qui avait une boîte de vitesse bien étalonnée. Quand je vois la sophistication des motos aujourd'hui, je trouve ça extraordinaire. En revanche, et pas en revanche, mais de façon complémentaire, il y a ce retour à ce qu'on appelle communément le vintage qui me fascine aussi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de contradiction entre une extrême sophistication et un côté nostalgique, comme le fait d'ailleurs très bien Triumph et Harley Davidson. Donc il faut que je dise du bien, puisque nous sommes quand même dans la concession Harley Davidson. Didier, toi, Harley Davidson, tu en possèdes une. Tu parlais, tu as réagi. Oui, mais c'est vrai que la 750 Honda, j'en ai acheté une en 69, j'ai filé 10 000 balles, ils m'ont rendu 20 francs.
Ça fait ça, mais aussi c'est vrai que bon, il y a les motos, chaque époque a ses trucs. Lui, par exemple, il te parle de ce qu'il a vu. Nous, c'était plutôt les 250 Suzuki, les 6 vitesses, les T20 avec le plan dépôt, les lumières d'admission, d'échappement pour s'envoyer en l'air. Après, c'était la 7,5, après les 500 Kawa sur lesquels on mettait la fourche Honda avec 2 disques. Sinon, on s'envolait, quoi. Didier, on parlait tout à l'heure de vente aux enchères, de Harley Davidson. Est-ce que ce marché de la moto, est-ce que ça devient plus intéressant aujourd'hui, la moto s'ouvre au grand public? Oui, il y a une démocratisation de la moto. C'est vrai que nous, on a connu les années 60, c'est-à-dire les mecs qui étaient sur des anglaises et des BM après l'arrivée des japonaises. Puis après, il y a eu une espèce d'explosion qui a continué jusqu'à aujourd'hui, où la moto, on en voit partout, il y a plein de roues. Alors que dans les années, je dirais 70, c'était un peu le truc des pauvres. Ça n'avait pas encore redémarré à fond, quoi. Et on peut dire qu'effectivement, il y a une démocratisation de la moto. Et il y a un élément intéressant avec lequel Enfin, un élément, pardon. C'était formulé de façon extrêmement maladroite. J'allais dire, j'achève l'ouvrage avec les femmes qui pratiquent de plus en plus la moto. C'était quelque chose de totalement inenvisageable dans les années 70. Une femme était automatiquement une passagère et naturellement, elle n'avait pas le permis de conduire. Ça, c'était là aussi inenvisageable. Ça ne se faisait pas. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a cette ouverture et certaines marques, d'ailleurs, s'ouvrent aux jeunes conducteurs. Et dirais-je effectivement à ce public féminin qui est de plus en plus important. Voilà, et s'ouvre toujours autant au cinéma aussi, puisque les motos, on a vu récemment Ducati qui a communiqué sur la présence d'un scrambler dans le film Venom, mais ça a toujours été. On parlait d'Easy Rider, on parlait de Marlon Brando, de Mammouth avec Depardieu. Sauf que pour l'équipée Sauvage, Triomphe refuse de prêter des motos, estimant que c'est pas porteur. C'est pas porteur. Voilà, c'est pas une bonne image, c'est une image négative et c'est la triomphe de la bonne ville de Marlon Brando, je vais y arriver. Et Easy Rider, c'est la même chose. Peter Fonda, qui est le producteur du film, va voir Harley Davidson à l'époque, qui n'avait pas cette vision d'aujourd'hui, en disant voilà, on va faire un film, c'est un petit peu un film de hippie, il y a un petit peu de drogue, tout se passe voilà, de façon un peu décalée, et Harley Davidson va refuser la proposition, et c'est comme ça que les shoppers vont naître. Donc très longtemps, il y a eu une hésitation de la part des marques à aller sur un autre territoire, dirais-je, que celui de la ville. Aujourd'hui, on peut dire même que la moto elle a dépassé les frontières, dans la mesure où même la mode aujourd'hui, alors c'est pas l'engin en lui-même, mais l'esprit vintage, la mode, aujourd'hui on voit de plus en plus de créations qui tournent autour de la moto, ne serait-ce qu'au niveau des vêtements même. Anne-France d'Hauteville, qui est la première femme à avoir fait le tour du monde à moto dans les années 70, s'est vue appeler un jour par la maison Chloé, qui est une maison de luxe, et il y a eu une saison, je crois que c'est la saison hiver 2015-2016, où effectivement tout le défilé était inspiré des vêtements que portait Anne-France d'Hauteville durant son tour du monde. Pour ce qui est de la mode, moi je dirais que j'ai pris des cacahuètes avec un pyjama en cuir dans les années 70. Les vêtements techniques ont vachement progressé. Et ça, c'est un vrai bonheur quand tu te mets au tas. Bah ouais, c'était des pyjamas en cuir avec un petit bout de mousse sur l'épaule, avec du quadrillage à la machine à coudre. Dès que tu touchais par terre, tu étais en slip. Hein. C'est pour ça que j'ai les guibolles, on dirait, mais enfin les radios de mes jambes, on dirait la Tour Eiffel. Ouais, parce que tu as eu des problèmes, Didier, en moto. Le pire que j'ai eu, j'ai été arrêté, j'ai pris une bagnole en pleine poire. J'ai fait 1 mois de coma, un an d'hosto, 2 ans de fauteuil roulant et 17 opérations. Ouais, mais c'était et j'étais à l'arrêt. J'ai eu du pot ce jour-là. C'était pas tout à fait un accident. C'était quelqu'un qui était rentré dedans. Un mec bourré. T'as connu une période difficile. Voilà. Non, mais en fait, c'est une histoire à la cause. C'était un mec bourré, voilà, c'est tout. Jour de neige. Et voilà. Jour de neige. Tant qu'à faire, autant rajouter un petit peu plus. C'est la vérité. Il y a eu une tempête de neige où je roulais tout doucement, les pieds comme ça, et voilà quoi. Parce que et le mec, ça l'énervait, et au bout d'un moment, bon, il y a eu un peu de salade. Ça rentre un peu dans les mœurs, et ça rentre dans l'art, et c'est bankable, un peu comme on dit aujourd'hui, la moto, sauf avec le retour du vintage. Mais les journaux aiment toujours autant se faire les gorges chaudes des
quelques excités qui se font prendre à 300 km/h, comme c'est le cas il y a David, quelques jours avec les parce qu'on Parisiens. a été vachement excités des fois en balade tous les deux. Ouais, je me rappelle pas trop, mais bon, Jenny aussi alors. Mais toi, Didier, t'en as besoin de rouler à moto pour exprimer aussi. Ouais, je pense que tout ça ce que tu compense fais dans à l'art. l'adrénaline aussi. Toi, c'est un endroit où je peux déconner à fond. T'en as besoin pour créer? Non. Non, j'en ai besoin pour me détendre. Pour créer, bon, comme Yank Xerox, tu me fous devant la toile, ça sort tout seul, ça doit être un peu ton truc aussi. Alors, par rapport à votre livre et par rapport à toute l'histoire qui est générée, est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, justement, il ne manque pas des personnalités fortes, des porte-drapeaux pour que la moto continue de s'étendre? Vraisemblablement, enfin, l'époque est différente. C'est vrai que les années 50, quand apparaît l'équipée sauvage, c'est un moment de rupture, c'est l'après-guerre. Donc il y a toute une jeunesse qui regarde l'ancien monde, le monde des parents d'avant-guerre. Et la moto va symboliser effectivement ce mouvement de liberté. Après Kerouac et après l'époque de la Beat Generation arrivent les hippies. Et les hippies, c'est le voyage, c'est l'idée de Kerouac. C'est la route, c'est la vie. Là aussi, c'est un moment de rupture. Le livre s'achève sur cette idée de custom culture, qui n'est pas exactement un moment de rupture, mais qu'un moment de transition, une façon de voir ce qu'on appelle aujourd'hui, de façon un peu kitsch et désuète, la mobilité. Et c'est vrai qu'en essayant avec tous ces garages, ces ateliers où effectivement on produit des motos à très très peu d'exemplaires, il y a cette vision d'une autre façon d'envisager la liberté, mais il n'y a plus le côté étendard comme pouvait le signifier McQueen, Easy Rider et Brando par exemple. Il manque peut-être un élément de rupture. Il faudrait qu'il se passe quelque chose aujourd'hui dans notre société pour qu'éventuellement on ait un nouveau chapitre. Oui, on n'est plus dans le temps de la révolte et de la contestation. Je pense que le retour au vintage, c'est pour se souvenir qu'effectivement, à cette époque-là, il y avait la possibilité, on évoquait avec mon camarade nos 16 ans, où moi je me souviens très bien avoir roulé communément sans casque, il n'y avait pas de limitation de vitesse. Voilà, alors c'était bien, c'était mal, c'était une autre époque. Voilà, c'est une couverture transgressive, parce que la moto était transgressive. On n'est plus du tout dans une période de transgressivité. On est dans une période de normalisation et la moto est un peu un jouet de cette transgression d'autrefois. Moi, je trouve que c'est dommage qu'on se fait piquer beaucoup de liberté, notamment celle, je sais pas, 130 à l'heure. Je crois que c'était la vitesse sous laquelle il fallait jamais descendre à l'époque. Et là, je vois qu'on n'a plus le droit à rien. Alors, c'est toujours de la liberté, la moto, mais bon, c'est quand même de la liberté, comme tout le reste de la société, avec plein de libertés individuelles qu'on foutu le camp. Et on a quand même l'impression, des fois, d'être guetté par des tirelires avec un appareil photo dessus. Pour je vois pas du tout, mais pas du tout à quoi il fait référence. Moi non plus. Je rêve de faire de l'art conceptuel en foutant des coups de fusil dans un radar que j'achèterais avant. J'irais pas en casser au bord de la route. Ouais, alors Didier, justement, toi tu peins les porte-drapeaux aujourd'hui. Peut-être ça passe par le sport aussi. Des pilotes comme Marquez que tu as peint. Ouais, j'adore. Tu as fait des toiles avec Marquez et Rossi. Un Centaure. J'avais fait Rossi aussi. On avait fait un truc comme ça pour le salon de la moto du deux roues chez Honda. Tous les mecs de chez Honda étaient arrivés en bagnole. Je les avais chambrés grave, je sais pas si tu te souviens. On était avec Arnoux, tout ça.